On va revenir un petit peu en détail sur le travail qui a été mené à Méry depuis environ 3 ans. On va parler de ce qu'est l'inventaire du patrimoine. Ça prend un certain temps. Ça implique de travailler dehors, ça implique de travailler en intérieur, ça implique d'alimenter des très grosses bases de données et ça implique de se poser pas mal de questions. Mais on va rentrer directement dans le vif du sujet. Soyez pas trop surpris si on ne s'étale pas de prime abord sur certains aspects historiques, parce qu'évidemment, ça va être dense et qu'on n'est pas tout à fait là pour ça. Mais si, bien sûr, il y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir, on pourra évidemment y revenir au moment des questions, apporter plus de précision. Alors, j'ai voulu commencer par quelques mots que je trouve assez intéressant tant du point de vue de la démarche de l'inventaire que de l'histoire même de Méry-sur-Oise. Et puis, il faut bien le dire, un brin provocateur. Je sais qu'on est à l'heure de la digestion et que si je veux vous garder avec moi pendant 1 heure et quart, il va quand même falloir que je vous aiguillonne un petit peu. Et je suis allé glaner ça chez Léopold Panier, qui écrit en 1875 dans un volume des Mémoires de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Île-de-France. Moins favorisé que la plupart de ses voisins des environs de Paris, Méry-sur-Oise n'a vu s'accomplir aucun fait important de notre histoire. Ce n'était avant la Révolution qu'un domaine seigneurial entouré de quelques habitations de paysans et qui ressemblait fort alors à toutes les autres terres entre lesquelles se partageait presque toute la France d'alors. Toutefois, pour nous qui pensons qu'il n'est si petit hameau dont l'histoire n'offre quelques faits curieux à étudier et que le moindre groupe de maisons est, comme tout individu, doué d'une vie qui lui est propre et soumis à des transformations particulières, nous demandons la permission de prendre Méry-sur-Oise comme exemple de l'étude qui pourrait être entreprise sur toutes les localités de notre pays. Plusieurs circonstances font que l'histoire de Méry n'est pas celle du premier village venu. Si en effet, avant 1789, Méry ne fut guère autre chose qu'une propriété seigneuriale, cette seigneurie est loin d'avoir été sans importance. Alors, histoire qu'on ne soit pas trop perdu, qu'est-ce que c'est que l'inventaire avant tout ? On connaît les périmètres de classement des monuments historiques, on connaît les secteurs sauvegardés, on connaît les villages remarquables, on connaît énormément de choses. Mais l'inventaire du patrimoine, c'est quelque chose de bien particulier. C'est une création d'André Malraux dans les années 1960, une aventure de l'esprit, ce sont ces mots. Alors ça n'est pas une idée toute neuve, ça fait très longtemps qu'on se pose la question, ne serait-ce que depuis les années 1840 avec Prosper Mérimée, quand émerge l'idée des monuments historiques, on se rend bien compte qu'on va avoir besoin quand même d'une petite liste de ce que comporte le territoire. Et puis les circonstances au milieu des années 60, qui sont celles de la seconde reconstruction, de changements en matière d'urbanisme, d'un tas de facteurs, font qu'on se dit on a besoin de quelque chose de plus large, et les instructions d'André Malraux sont celles de couvrir tout le territoire en allant d'une échelle qui va de la cathédrale à la petite cuillère. C'est pour ça que ça fait plus de 50 ans que ça dure et qu'on y est encore. Mais vous allez voir que pour autant, c'est pas pour autant qu'on part en mettant nos chaussures et qu'on sort à l'aveuglette battre la campagne. Alors, quelques petits repères quand même. Tout ça, ça se passe en 1964. Alors, au début, ça porte le nom d'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France. On peut presque entendre la voix. Et ça prend par la suite le nom d'inventaire général du patrimoine culturel. Au début des années 1980, ça devient un service régional déconcentré au sein de la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France. En fait, on se rend compte très vite que l'échelle de proximité pour réussir à faire ce travail-là, elle va être absolument déterminante. D'abord, ça ne peut pas se passer d'un point centralisé, et puis les meilleurs connaisseurs d'un territoire et d'un endroit, ce sont les gens qui l'habitent. Et cette question-là, elle va se poser à plein de niveaux, qui va à la fois aller de la connaissance de ce qu'on va vouloir aller chercher que du point de vue sémantique. On va passer un bon moment à se mettre d'accord sur le vocabulaire, les techniques, les méthodes. Un exemple très simple, un évier. Ici, en Île-de-France, vous appelez ça un évier. Dans le Limousin, on appelle ça un potager ou un bachot. Donc, on va produire énormément d'instruments de travail pour réussir à harmoniser les termes, être d'accord, être sûr qu'on parle bien des mêmes réalités.
Et donc en 2007, après d'autres questions, vous savez qu'en 2004, il y a une seconde vague de décentralisation, c'est-à-dire que l'État transfère des compétences, des aptitudes, si vous préférez, aux collectivités. Eh bien, l'inventaire est décentralisé au sein des conseils régionaux. Et vous allez me dire, ah ben oui, mais nous, on est aux archives départementales. C'est qu'aux archives départementales, on a une petite particularité, c'est que dès 1971, il y a une figure locale que vous connaissez bien qui s'appelle Roland Vasseur, qui s'aperçoit que, entre autres, avec la construction de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, l'urbanisation est galopante et il y a des choses qui sont en train de disparaître et que, on va dire que le paysage est en train de s'uniformiser. Donc germe rappeler l'idée d'un comité de pré-inventaire qui va préparer ce travail de l'inventaire en créant, en établissant des dossiers du même nom. Alors, on prend une carte IGN, on repère un périmètre intéressant, on saute dans une voiture et on va battre la campagne. Vous les avez là à l'œuvre. Donc, un petit exemple, voilà. On a essayé de se donner une idée de ce que pouvait donner un bureau à l'époque. Les petits dossiers en question qui se trouvent ici, la prise de notes, les loupes, les cartes qui jouent un travail fondamental, les livres, la documentation écrite qui, bien sûr, est évidemment toujours là. La photo qui joue dès le début un rôle très très important avec le dessin, puisque l'inventaire est avant tout là pour documenter. La maxime de l'inventaire, c'est recenser, étudier et faire connaître. Ça dit tout. Et c'est là que j'en profite pour vous préciser que c'est un service qui ne protège pas. C'est-à-dire que si moi je vais voir quelque chose et que je le rentre dans une base de données et que je le documente, ça ne veut pas dire, pour prendre un cliché bien connu, que l'ABF va venir tout de suite frapper à la porte en disant « Attention !» C'est simplement à des fins documentaires. C'est un double de papier de l'édifice qui se trouve ici. D'abord pour en avoir un état dans le passé, pour en avoir une trace quand il aura disparu. Et puis, tout simplement, ça vient alimenter derrière tout un tas d'autres choses. C'est des données, des informations qui sont collectées, que vous allez être content de retrouver quand vous allez vous déplacer quelque part, par exemple, aller en visite, suivre des parcours, regarder des panneaux. Et puis, à l'occasion de certaines études d'urbanisme ou de réaménagement, ça va permettre d'attirer l'attention sur des points ou des éléments qui sont intéressants et qui méritent d'être mis en valeur. Puisque, comme vous le savez, pour bien protéger quelque chose, il faut commencer par le connaître. On parle beaucoup des animaux et des plantes par les temps qui courent, mais c'est valable aussi pour les vieilles pierres. Donc, voyez, si on prend l'exemple concret de Méry-sur-Oise, qu'on en est quand même à quelques petites tournées de pré-inventaire, 78, 79, 84, 85, 86, 88, 89. Vous voyez, ça se présente comme suit, avec déjà des données topographiques, le nom des intervenants. Et puis voilà, donc à l'intérieur, vous allez retrouver typiquement effectivement des photographies, des petites descriptions des éléments bâtis et des éléments remarquables et des points d'intérêt. Alors tout ça va évoluer dans le courant des années 1990, puisqu'entre-temps, donc je vous l'expliquais, il y a des méthodes qui se formalisent, qui se mettent en place, avec, pour vous dire les choses simplement, des grilles qui sont codifiées, avec des champs à remplir. Donc effectivement, dans un dossier d'inventaire proprement dit, on appelle ça des dossiers verts, parce que la couverture est verte. Voilà, c'est tout simple. Et donc on va lister les sources qui sont propres au territoire étudié, la documentation, on va faire beaucoup de reproduction des cartes, tout ce qu'on pourra retrouver sur les bâtiments étudiés. Puis ensuite, on a, pour vous faire les choses simplement, une grille de lecture où vous allez indiquer, selon les termes qui sont formalisés, pointés, de quoi est constitué le mur, le toit, la charpente, la couverture, le nombre d'étages, etc., etc. Donc voilà, ça va prendre cette forme. Très très concrètement maintenant, alors à Méry-sur-Oise, comment ça se passe? Comment, vous allez me dire comment on fait? D'abord, on commence effectivement par se donner une aire d'étude. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On ne sort pas dehors avec sa petite paire de chaussures et les clés de la voiture du service en disant salut, à dans une semaine. On commence par établir un périmètre. Ça peut aussi être quelque chose de thématique, par exemple le patrimoine fluvial du Val d'Oise, les fermes betteravières dans la seconde moitié du 19e siècle. Et il se trouve qu'à Méry-sur-Oise, on avait un périmètre cohérent, qui était les limites communales, en englobant bien entendu
les hameaux qui sont aujourd'hui les quartiers de Vaud et de la Bonneville. Donc on définit son périmètre, on va faire évidemment des repérages sur le terrain pour voir un petit peu ce à quoi ça ressemble, ce qu'on a une chance de pouvoir retrouver. Généralement, quand on s'intéresse à un périmètre, c'est qu'on en a déjà une petite idée. Et puis ensuite, on échantillonne, c'est un petit point sur lequel on va revenir, et on constitue une liste de lieux et d'adresses à visiter prioritairement. Donc vous voyez ici, hein, on ne s'est pas contenté des zones bâties, on est vraiment allé partout en englobant les zones, les champs, les zones forestières, etc. Toujours dans cette approche de la cathédrale et de la petite cuillère. Parce qu'une plaque de cocher, c'est du patrimoine, une borne kilométrique, c'est du patrimoine, une maison des années 1930, c'est du patrimoine, c'est des choses qu'on va voir plus en détail. Voilà un petit peu un état de la documentation. Alors voilà, évidemment, croisé avec cette phase de repérage de façon plus ou moins concomitante, on va faire le travail dont je vous parlais tout à l'heure. On va éplucher tout ce qu'on peut retrouver sous la main, tout ce qu'on peut avoir sous la main. Ancienne version des cartes d'hygiène, photos aériennes, cartes d'état-major, cartes postales anciennes, plans anciens inconnus, ouvrages et puis la documentation scientifique qui peut exister, bien entendu, parce qu'il ne s'agit pas d'enfoncer des portes ouvertes. Hein. On n'est pas là pour perdre notre temps. Ça fait déjà 50 ans, enfin sans ça, on n'a quand même pas fini. Et puis on va essayer un maximum donc de prendre des rendez-vous, puisque très souvent, bien entendu, ce sont des propriétés privées. C'est aussi pour ça qu'il y a aussi des choses aujourd'hui que vous ne verrez pas, puisque vous ne seriez peut-être pas content qu'on monte votre intérieur à votre insu, et moi non plus, d'autant que pour beaucoup, je ne les ai pas vus. Voilà, et donc quand je vous disais qu'on va tout explorer, on va vraiment tout explorer. Une carrière, c'est du patrimoine bâti. Donc, petite précision, non des moindres, moi je m'occupe essentiellement de patrimoine bâti. J'ai de la chance, j'ai pas dû aller faire la chasse aux petites cuillères et j'avais déjà pas mal de choses à faire avec les murs. Mais voyez ici par exemple, on est dans une ancienne champignonnière qui est la dernière en activité, qui existe à Méry-sur-Oise, mais on était là pour documenter cette activité, pour documenter les lieux et pour documenter ce patrimoine-là. Donc effectivement, on explore, on décrit comme je vous l'ai raconté, et puis on prend des photos. C'est vrai qu'il y a 20 à 30 ans, on dessinait encore beaucoup. Aujourd'hui, on prend plus facilement des photos et puis en plus, maintenant qu'on a accès à des technologies comme la photogrammétrie, des moyens de levée topographique extrêmement rapides, quand les besoins le justifient, voilà, on va à l'essentiel. Rentrer à la maison, on rentre tout ça dans la grande base de données dont je vous parlais, et c'est là aussi que va se faire un travail a posteriori, ou si on a pu retrouver des noms d'architectes, avoir des informations particulières sur des maîtres d'œuvre ou des paysagistes, on va plus particulièrement les rentrer à l'intérieur. Prendre les coordonnées, sur place on a pris les coordonnées géographiques, donc on va produire de la cartographie. On va essayer de restituer un maximum l'histoire d'un bâtiment, fût-il celui d'une maison individuelle. Et puis, à côté de ça, car un bonheur n'arrive jamais seul, on a une petite particularité aux archives départementales, c'est que, comme le nom l'indique, nous sommes les archives départementales. Donc, bien que l'inventaire ait sa propre nomenclature et son propre système de classement des photos, nous, on utilise la nomenclature archivistique. Donc, à l'instar de mes collègues, les photographies que j'ai prises pendant l'étude, je les ai rentrées dans un instrument de recherche daté, et puis afin qu'elles deviennent des collections publiques qui vous sont restituées, qui vous sont accessibles. Et enfin, dans la dernière phase, si on suit toujours la maxime de ce bon monsieur Malraux, on est dans le faire connaître, celle qui nous occupe cet après-midi et qui passe par des visites comme celles auxquelles certains d'entre vous ont pu assister samedi, des publications et ce qui nous occupe cet après-midi. Donc je reviens un petit peu rapidement sur la question de l'échantillonnage qui est importante, parce que vous vous imaginez bien que si on s'amusait à aller tout relever sans discernement, non pas que j'ai pas pris un très grand plaisir à travailler à Méry, mais j'y serais quand même encore et vous seriez en droit de me demander ce que j'y fabrique. J'ai pris cette petite photo parce qu'elle est assez parlante. Vous avez là une série de maisons
mi-20e, pour vous la faire simple. Déjà, avant de partir, on va se donner des lignes de conduite. On se fait une petite note de cadrage. Voilà, vous l'avez. L'échantillonnage s'appliquera notamment à l'habitat urbain civil, construit des années 1930 à la fin des années 1980. On veillera à conserver une trace des habitats pavillonnaires les plus représentatifs et à l'autre extrémité du spectre, les plus atypiques. Et c'est là qu'effectivement, vous avez tout. Je vais aller chercher un exemple type d'une manière d'habiter, une maison telle qu'elle, vraiment. Par exemple, demandez-moi de vous dessiner une maison du XVIIIe siècle, à quoi elle ressemblerait. Je vais choisir celle-là parce qu'elle est très représentative. Je vais aller dans tel quartier parce qu'ici, il y en a une et ça me donne une trace de l'évolution du tissu urbain ou de ce qui s'y est passé, ou déjà d'une activité humaine à telle ou telle époque. Et puis, à l'autre côté, tant que j'ai l'exemple type, je vais aller regarder aussi ce qui sort complètement du cadre, qui est évidemment intéressant pour les raisons opposées, mais parce que ça présente des différences, soit parce qu'un architecte a travaillé dessus, soit parce que pour des raisons d'implantation et de terrain, on a retenu un choix particulier, soit parce que des fois, tout simplement, on ne sait pas si ça mérite de se poser la question. Alors, on va quand même partir un petit peu en promenade. Je vais quand même vous montrer un petit peu concrètement ce que j'ai vu, mais avant ça, je vais vous donner quelques données, quelques éléments chronologiques. Retenez-les bien, parce qu'ils vont nous servir à comprendre derrière ce qui a été étudié, retenu, analysé, regardé et pourquoi, et en quoi c'est intéressant, et en quoi cette petite trace de patrimoine du quotidien, elle témoigne de quelque chose de beaucoup plus large et de très intéressant qui fait, vous l'avez compris, mentir la petite citation que je vous lisais en début de cette intervention. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on va traverser un petit peu ces siècles-là à grands traits, mais il est évident que si vous avez des questions, j'ai ramené mes anti-sèches, on pourra développer certains points. Mais donc, pour bien saisir, au 7e siècle, on sait que l'abbaye de Saint-Denis possède déjà des biens sur le territoire. On parle déjà de l'abbaye de Saint-Denis. Alors, un petit mot dès à présent, quelque chose que vous allez voir aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde ce point de franchissement sur l'Oise, si je vous parle de cet endroit-là, sans doute que le premier endroit auquel vous pensez, c'est Auvers-sur-Oise, parce que un certain monsieur Van Gogh, un certain peintre d'un certain talent, il est venu y tracer quelques œuvres. Mais vous allez voir que le sens de l'histoire, c'est un petit peu inversé. Donc déjà, l'abbaye de Saint-Denis, vous savez que c'est quand même pas n'importe quoi. L'abbé Hilduin, qui est toujours un abbé de Saint-Denis en 827, acquiert un terrain à Vaux. Donc on a déjà la trace de la constitution d'un petit hameau à l'extérieur. Donc on ne sait pas précisément ce qu'il y a à l'époque, enfin ça pourrait être creusé, peut-être que c'est écrit quelque part, mais en tout cas on sait qu'ils y exploitent du bois, ce qui sous-entend qu'il y a au moins quelques installations minimes pour abriter des outils, le minimum, du matériel, peut-être stocker du bois, alimenter des animaux, etc. Et puis, vous voyez qu'au XIIe siècle, on a un nom important qui apparaît, c'est celui des seigneurs de Montmorency, qui, évidemment, dans le département ne vous est pas inconnu, tout simplement parce que, petit à petit, le fief que possède l'abbaye de Saint-Denis va être petit à petit concédé à ses vassaux. 1239, on a un petit élément qui est quand même important, puisque l'abbaye acquiert des péages sur le bac de franchissement de l'Oise. C'est quand même pas anodin, c'est des péages qui vont rapporter pas mal d'argent, des sources de revenus, c'est toujours intéressant, ça permet de faire des choses. Et on a déjà des mentions du hameau de Sognol et des bois du Défait et de Maubuisson. Donc ça nous donne déjà la trace de forêts, cette information que ces forêts sont très anciennes, information qui est intéressante sur le plan scientifique, mais aussi aujourd'hui pour nous dans la gestion de ces forêts. Et là, en 1375, on a un nom important qui apparaît, puisque c'est celui du chancelier de Charles V, Pierre d'Orgemont. Donc, vous voyez que là, on est directement dans quelqu'un qui joue un rôle pivot dans l'appareil d'État. Donc, quand on disait tout à l'heure que ça n'était pas une petite seigneurie, on en a l'illustration absolument directe. Et là, évidemment, il va y injecter des moyens très importants. D'abord pour aménager sa propre résidence, et puis ensuite pour le développement de sa seigneurie. Et ce qui est assez intéressant, c'est le décalage entre le personnage qui acquiert ce territoire
et la dimension du territoire qui, comme vous le voyez, ne compte encore que 18 feux en 1416. Alors comme vous le savez, hein, quand on parle de feu, on ne parle pas de 18 personnes, mais un feu, c'est un foyer en tant qu'unité, avec la démographie de l'époque et tout ce qu'elle sous-entend. Ce que vous avez là à l'arrière-plan, c'est un élément qui est dans le château de Méry-sur-Oise, avec un superbe plafond peint fin 16e, début 17e, et qui a pour particularité de vous représenter le château de Méry à cette période-là, avant les grandes vagues de travaux qui pourront y être effectués dans la continuité du XVIIe siècle. Et même si la représentation est encore un peu vague, on distingue quand même nettement les fenêtres à meneaux, qui sont ces grandes fenêtres avec des croisées qui sont caractéristiques du Moyen-Âge tardif et de la Renaissance. Donc vraisemblablement associées aux travaux de Pierre d'Orgemont. En 1452, sa descendance acquiert un manoir avec un colombier à la Bonneville. Là non plus, ça n'est pas anodin. Si le seigneur du lieu acquiert un bien sur place et qu'il s'y fait construire un colombier qui a un privilège aristocratique, c'est qu'il s'y passe déjà quelque chose de un fait suffisamment consistant et suffisamment intéressant, peut-être sur le plan agricole et économique, pour que ça mérite qu'on y injecte de l'argent. Et puis, vous savez que sur la toute fin du XVe siècle, nos chers voisins anglais, qui ont toujours eu des prétentions sur notre territoire un petit peu plus ensoleillé, font quelques incursions chez nous à leur manière. Et d'où la nécessité, donc, de 1485 à 1487 de faire reconstruire l'église, qui a été copieusement ravagée. Puis c'est l'occasion de la mettre dans le style de l'époque, qui est le style flamboyant que vous pouvez reconnaître, parce que vous allez voir sur les vitraux, sur les remplages, des motifs qui font penser à des petites flammes. En 1519, on a une date intéressante. François Ier qui vient assister à des festivités sur le territoire. Donc il est évident que le roi, on ne le reçoit pas dans une cabane en torchis avec quelques poteaux de bois et un peu de chaume. C'est quand même que l'endroit, on va dire, un certain confort, une certaine dimension. Voilà, donc au XVIe siècle, des nouveaux dommages, des nouveaux travaux. Et les d'Orgemont vont y injecter tellement d'argent qu'ils vont être jetés dans une ruine matérielle. Alors je vais sortir mes anti-sèches tout de suite, parce qu'il y a quand même le prix. Je vous le redonne, ça vous donne un peu la mesure des problèmes rencontrés. D'autant que je vous ai passé les détails, mais en plus, ils vont avoir quelques ennuis fiscaux, il va y avoir un peu de prison, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Donc voilà, le domaine est vendu à Antoine de Saint-Chamond, et à ce moment-là, Claude d'Orgemont lui doit 17 000 écus d'or. Donc le domaine est vendu pour 32 000 écus d'or et un cheval. Donc le pauvre Claude d'Orgemont est reparti à pied. Et donc là, on nous dit que l'ensemble, à ce moment-là, consiste en château, cour basse, colombier, 2 parcs, l'un au-dessus du dit château et l'autre au-dessus, pressoir, cave, foulerie à faire vin, garenne étant au bout du parc d'en haut. Là, c'est le bois de la Garenne qu'on trouve encore aujourd'hui et qui conserve encore cette appellation. Le tout clos de murailles. Un petit passage des Huguenots qui exécutent des habitants dans la cour du château. Et donc voilà, 1598, c'est ce que je vous racontais, j'ai pris un petit peu d'avance. Méry passe aux mains de la famille de Saint-Chamond. Donc Henri IV s'y rend effectivement plusieurs fois. C'est pour ça que dans la pièce que je vous montrais tout à l'heure, avec ce très joli plafond peint, vous avez des représentations d'Angélique et Gabriel d'Estrée. Un endroit loin d'être anodin. Voilà, je vous passe les aléas des différents héritages, successions et autres, mais encore un nom important, c'est en 1728, le richissime financier Samuel Bernard qui achète Méry-sur-Oise. Donc pour vous donner un petit peu une échelle, Samuel Bernard, c'est le financier des rois. Je pourrais prendre une comparaison en disant que c'est le Jeff Bezos de l'époque, mais ce serait méchant pour Samuel Bernard. Donc il achète Méry-sur-Oise, qui rentre ensuite dans le patrimoine des familles Molé, Lamoignon et Ségur, que vous connaissez, donc la famille de la comtesse de Ségur. 1736, on a une école qui est fondée à Méry-sur-Oise et qui va perdurer jusqu'en 1853, jusqu'à la construction de la mairie-école, qui est toujours avenue Marcel Perrin. Voilà, un petit détail intéressant pendant la Révolution, Méry-sur-Oise est globalement épargné. Voilà, sur le cahier de doléances, le hameau de Saulniol, là, que vous avez sur plan, est décrit comme presque inhabitable dans la longueur de 130 toises. L'on ne peut y passer avec des voitures que dans les plus grands jours de l'été. Il n'est pas possible d'y pouvoir passer pendant 6 mois de l'année. Ça fait quand même beaucoup.
Et ce qui explique peut-être un petit peu que jusque-là, on est resté sur une économie agricole et vivrière. Les choses changent radicalement au XIXe siècle, puisque vous savez que dans Paris, sous le Second Empire, un certain baron Haussmann se pique de faire quelques travaux. Et à Méry-sur-Oise, on a une excellente pierre et un accès proche à la gare du Nord. Et donc, la ville va littéralement être transformée par l'industrie de la pierre, puisqu'on a des carriers qui vont venir travailler de toute la France et même de l'étranger pour en extraire. Ça ne veut pas dire qu'on n'en extrait pas avant. Il y a déjà des petits noyaux autour, il y a des choses qui pourraient être très intéressantes autour du château, mais là, ça passe à une toute autre échelle. Et vous le voyez, hein, les chiffres sont parlants. De 600 habitants en 1853, la population passe à 1839 personnes en 1896. Donc voilà, hein, 1876, inauguration de la ligne de chemin de fer Hermont-Aubonne-Valmondois. Autour de la gare, les entrepôts de carrier, les dépôts de pierre de taille se multiplient. Autre progrès également, autre élément intéressant, vous savez que la ville de Paris a des terrains sur la plaine de Pierrelet à ce moment-là. Il y a l'immense projet de cimetière complètement démentiel dont on ne va pas parler, parce qu'il rencontre dès l'époque une très ferme opposition de la population de Méry. En revanche, on va effectivement y réaliser des cultures maraîchères et de l'épandage agricole. Et donc, on va bâtir la ferme de la Haute-Borne, qui est très intéressante parce qu'elle préfigure véritablement notre modèle d'agriculture intensive. Je vous en glisse un petit mot parce qu'évidemment, ça fait partie des sites et des éléments qui sont inventoriés. On arrive au XXe siècle. En 1910, il y a un pépin à Méry, une grève des carriers, des incidents violents, des explosions qui vont entraîner le déploiement de l'armée de 70 gendarmes. En 14, destruction du pont par le génie français. Il est remplacé par une passerelle en bois jusqu'à sa reconstruction dans les années 20. Vous l'avez ici sous sa version reconstruite. En 1923, nouvelle avancée, la construction de l'usine des eaux. Et puis vous voyez que l'urbanisme progresse puisque le petit hameau de Sognols, qui était bien à l'écart, est déjà absorbé par l'extension pavillonnaire périurbaine, puisqu'on est bien dans cette logique-là. En 1939-45, rebelote, le pont est de nouveau détruit. Se passe à nouveau un petit fait d'importance qui a été inventorié. J'en glisse un mot vite fait parce que c'est quand même intéressant. Nos amis allemands qui adorent creuser des tunnels quand ils vont quelque part s'intéressent dès 1938 au gisement de Méry, et la Wehrmacht, le service géologique de la Wehrmacht, envoie des espions à Méry-sur-Oise pour repérer le terrain et repérer ce qui serait aménageable. Et vous savez que les Allemands, dans ce laps de temps, inventent le moteur à réaction et le prototype du missile balistique, la fusée V2, dans l'idée d'aller bombarder l'Angleterre avec ça très, très allègrement. Pour pouvoir manier ces équipements qui sont nouveaux, il leur faut des bases aéronautiques qui commencent à construire dans le Nord. Enfin, on peut même presque parler de bases aérospatiales. Vous avez sans doute vu le film Oppenheimer cet été. Il prévoit déjà d'y monter une forme de tête nucléaire. Seulement, il rencontre un problème, c'est qu'il faut les stocker. Et il se trouve qu'à Méry-sur-Oise, il y a une très très grande carrière, donc ils vont y construire une gare souterraine pour pouvoir abriter des trains entiers qui viennent directement d'Allemagne pour aller rejoindre ces différents sites de lancement sur la côte. Par chance, ça commence tard, ils n'auront pas le temps de finir. Entre-temps, ils vont changer de méthode, ils vont monter ça sur des camions. Mais ça va quand même entraîner des bombardements extrêmement violents, des tapis de bombes sur Méry et Mériel à l'été 1944. Et ça reste quand même le plus grand vestige fortifié de la Seconde Guerre mondiale en Île-de-France, avec deux exemples de cette nature en France, un qui se trouve en Normandie, mais qui a été moins terminé que celui-ci, et un qui est à Méry-sur-Oise. Et on peut même pousser un petit peu plus loin, puisque vous savez qu'après-guerre, les Américains comme les Russes vont aller débaucher des ingénieurs allemands, dont un certain monsieur von Braun, qui sera à l'origine des lanceurs lunaires. Et on a quelque part un petit morceau de cette histoire-là qui est là-bas. Dans les 30 Glorieuses, le tout béton et la route ont fait trop concurrence aux carrières. Elles ferment les unes après les autres. On y installe des champignonnières qui finiront elles aussi par s'écrouler devant les évolutions de l'économie, du marché, des logiques de production. Et enfin, en 1999, Vivendi rachète le château et le parc, y mène des travaux et les vend à la commune en 2002. Maintenant que vous savez tout, revenons à notre étude d'inventaire et allons bel et bien nous promener. Donc, quelques chiffres
ça fait jamais de mal. Je vous rassure, il n'y en aura pas beaucoup pour les non-matheux. Alors pour faire une bonne étude d'inventaire, qu'est-ce qu'il faut? Un chercheur de l'inventaire, le personnage endimanché que vous avez devant vous, qui a passé 18 journées sur place. Sur ces 18 journées, il a recensé 189 sites sur ce périmètre de 6,7 km², qui ont donné lieu à la prise de 1919 photographies, qui sont toutes rentrées dans le gros instrument de recherche que vous avez vu tout à l'heure. Et donc voilà, vous avez à nouveau ces 6,7 km². Toujours un petit aperçu des chiffres, rapide, ça vous donne un panorama, avec des dessins parce que c'est plus rigolo. Donc, si on raisonne en termes de période, pour ce qui est du patrimoine qui remonte entre les XIIe et XVIIe siècles, on est à 2% de l'ensemble. Le XVIIIe est un peu mieux représenté, c'est un tricorne, ce n'est pas une soucoupe volante, ça représente 7%. Le 19e siècle, vous voyez que ça correspond aux logiques de développement que je vous donnais tout à l'heure, d'où l'importance de ces logiques chronologiques, que ce soit en termes d'habitat et d'infrastructure, on voit pas mal de choses supplémentaires. Et la charnière fin 19e, début 20e, vous voyez que ça progresse encore, puisqu'on est à 31% des éléments recensés, et enfin 35% pour le 20e siècle, avec les logiques d'expansion pavillonnaire qui ne sont pas étrangères à tout ça, et c'est le moment de vous dire que vous voyez, même vos maisons individuelles, quand des fois on vous demande un permis de construire, on ne vous dit pas de coffrage de volets roulants à l'extérieur, c'est que ça aussi, c'est une forme de patrimoine. C'est pas aussi grand que l'église ou le château, mais ça a sa petite importance. Ça compte. C'est suffisamment intéressant pour que nous, on aille les regarder. Voilà, donc présenté avec des jolis bâtons, ça donne ça. Vous voyez, je vais me retourner parce que c'est un petit peu petit de mon côté sur l'écran, mais on a 4 éléments pour la période 12e, 17e, 13 pour le 18e, 48 pour ce qui est du 19e, 20e. Et vous voyez, ça reflète vraiment le développement de la ville au cours de la période contemporaine grâce à l'industrie de la pierre. Donc, si on décortique un petit peu tout ça, dans les catégorisations, les éléments qui ressortent du patrimoine agricole représentent 5% de l'ensemble. Vous voyez que le patrimoine carrier est bien représenté avec 17% des sites inventoriés. Et je reviens donc sur les maisons individuelles. Vous voyez la part prise par l'ensemble, c'est 50% du total. Avec évidemment, bien sûr, une part plus faible pour le 18e. 19e, on est à 6%. La charnière fin 19e, début 20e, 22%. Et les maisons du 20e, elles comptent aussi, vous voyez, elles sont quand même représentées à hauteur de 20%. Donc là encore, présenté sur ces petits éléments chiffrés, avec le patrimoine agricole, ça représente quand même 9 entités, 32 sites carriers, 4 maisons 18e, 12 pour le 19e, 43 pour la charnière fin 19e, début 20e, là où tous les carriers viennent pour travailler, et 36 pour le 20e. Alors là-dessus, ce qui apparaît, c'est que vous comprenez aussi que si on a peu d'éléments pour la période 12e, 18e, c'est aussi parce qu'ils ont souvent été oblitérés par le tissu urbain qui s'est mis en place derrière, et il faut des fois bien aller chercher. Donc vous comprenez qu'évidemment tout ça nous donne une lecture du développement urbain à travers l'étude qui a été réalisée. Vous voyez, on en a un exemple très concret avec ce petit montage. Aujourd'hui, vous pouvez aller avenue Marcel Perrin sur ce croisement. La peinture a un peu changé, les bâtiments ont un petit peu changé, mais la silhouette globale sur la carte postale n'a pas trop bougé. Alors, je vais vous montrer tout ça sur une carte, parce qu'à ce moment-là, vous allez commencer à vous dire, mais c'est où? Donc voilà, vu sur la carte IGN, vous voyez, je vous avais dit tout à l'heure qu'on prenait des petites coordonnées géographiques, ça représente tout ça, ça représente tous les endroits que je suis allé voir, et vous voyez que ça concerne bien l'ensemble du territoire, et c'est 6,7 km². Je vous le passe en vue satellite, voilà, ce sera aussi un petit peu plus parlant, et vous voyez qu'effectivement, les bois, là, le fameux bois de la Garenne Maubuisson, il est ici, il a été évidemment concerné par ces travaux, de même que les rives de l'Oise, ou les éléments situés plus en plaine, avec aux confins la ferme de la Haute-Borne qui se trouve ici. Et là, il y a donc un élément qui va vous parler. Voilà, on prend la carte d'état-major qui remonte à 1860. Ça, c'est l'état de mairie en 1860. Et vous voyez avec tous ces petits points jaunes, tous les faits, toutes les constructions, tous les aménagements qui ont été réalisés depuis, dans quel sens la ville s'est étendue et
comment, à travers cette étude d'inventaire, on peut également s'en rendre compte. Finalement, c'est un peu, vous savez, quand un arbre a été coupé, vous prenez la souche de l'arbre, vous regardez les cernes d'accroissement de l'arbre, vous regardez leur épaisseur et leur nombre, et bien là, finalement, en étudiant les maisons, les manières de bâtir, les typologies architecturales, etc., on va arriver à comprendre les choses de la même façon. Alors, en images, qu'est-ce que ça donne? Des images maintenant quand même. On a bien parlé de chiffres, on a regardé les cartes. Au niveau de l'habitat, encore une carte. Pour le patrimoine antérieur au XIXe siècle, vous voyez que sans surprise, il se concentre bien évidemment beaucoup autour de l'église et du château, autour du noyau ancien de mairie, qui est l'entité déjà bien représentée sur le plan d'intendance, sur la carte d'état-major, sur les cadastres, sur le cadastre de masse de culture, par masse de culture. Jusqu'ici, rien de très surprenant, mais c'est ce qui a pu survivre en dehors du tissu urbain très, très récent. Alors, petite précaution, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas potentiellement autre chose. Mais moi, je ne me balade pas avec un marteau et un burin pour décrouter des murs. Il est évident que ce n'est pas un bon travail. Et puis, vous pourriez m'en vouloir un peu si je commençais à sortir des outils de ma sacoche pour aller déchausser des pierres. Ce n'est pas l'idée. Donc, dans le doute, plutôt que de dire une bêtise, on ne dit rien. Très concrètement, là, vous voyez, on se trouve dans ce petit îlot qui est juste derrière l'église et le château. Vous avez les anciennes écuries à l'entrée de la rue de l'Isle-Adam. Et puis vous avez cet ensemble de petits bâtiments là, un peu curieux, avec cette toute petite parcelle, cette toute petite maison qui est serrée entre deux autres, avec sa petite volée d'escalier. Et bien, chose amusante, quand on descend le petit escalier et qu'on va là, on trouve une issue murée avec des restes de voirie pavée. Donc la trace d'un ancien axe de circulation qui atteste autant de l'antériorité du bâtiment que des relations qui pouvaient exister entre cet axe très ancien et cet espace plus particulièrement marqué par l'influence de l'église et du château. Vous voyez, là, on est juste derrière, on va être à cet endroit-là. Et qu'est-ce que vous avez? Ça alors, un grand bâtiment agricole, une grange. Donc c'est là aussi effectivement qu'on va retrouver, je vous parlais de cette économie qui reste agricole très longtemps, des maisons qui correspondent tout à fait à cette typologie, avec un habitat assez mixte, puisque vous avez d'une part d'un côté la partie habitation ici qui est évidente, et puis là, une petite grange avec sa lucarne meunière qui permet de monter des ressources sous les combles, quelque chose qu'on va bien entendu retrouver aussi dans les faubourgs de Vaud et de la Bonneville, qui ont par ailleurs cette particularité d'avoir été dans leur centre moins remanié que centre-ville de mairie. Et vous prenez les cartes postales fin 19e, début 20e, que vous pouvez par ailleurs toutes retrouver numérisées sur notre site internet. Vous faites l'impression et vous rentrez dans le centre, c'est parfois bluffant. Les crépis sont apparus, les revêtements sur les murs ont changé, mais tout est bel et bien toujours là. La fin 19e, début 20e, vous voyez, toujours dans notre logique de petits points qui vont s'étendre, vous voyez qu'on commence à remonter le long de l'ancienne rue de Paris, l'actuelle avenue Marcel Perrin, et vous voyez comment petit à petit on va rejoindre le faubourg de Soignolles et cette extension qui va se poursuivre le long des 4 axes principaux. Alors, cette période, vous l'avez compris, on en a parlé, c'est celle des carriers qui viennent travailler. Il y a des carriers et puis il y a un patron carrier qui a la propriété, qui tient la carrière. Au XIXe siècle, la réussite, ça s'inscrit dans la pierre. C'est toujours vrai aujourd'hui, ça se montre. Vous croisez une grande maison avec une très très grosse piscine, une très très grosse voiture, donc on se rend compte que c'est une très très grosse réussite. Au XIXe siècle, on a d'autres manières de faire. Là, vous avez la propriété des carriers Enoch qui se sont fait plaisir. Alors, la vogue du moment, c'est... Le néo-gothique est encore par là. On peut être aussi dans le style éclectique, mélanger un petit peu de tout. Donc, on va se faire construire une très belle tourelle à la façon d'un petit château. On va avoir beaucoup d'ostentation dans les façades sur rue, avec du décor. Autant de traces d'une certaine prospérité. Et bien entendu, ça n'est pas un hasard. Ces grandes demeures, elles sont le long de la rue, de l'axe principal de la ville. Et puis à l'opposé du spectre, vous avez toutes ces petites maisons ouvrières, ces petites maisons des carriers qui viennent travailler, qui sont souvent à l'entrée de leurs exploitations
et qui sont joliment faites, puisque le travail d'extraction de la pierre, il est extrêmement technique. D'abord, ça coûte cher, puisqu'il faut pouvoir le transporter. Déjà au Moyen-Âge, le prix de la pierre, pour 2 tiers, c'est le transport, c'est le coût de son transport. Ensuite, le carrier, on va lui passer des commandes. On va lui dire, bah, moi, je veux telle pierre, il faut qu'elle soit fine, parce que je veux faire une jolie statue avec. Donc, il va savoir aller chercher tel banc à telle profondeur, pas fondre sa pierre, etc. Savoir livrer du module standardisé. Donc, ce sont des gens qui ont accès à la ressource, qui savent tailler et qui savent construire. Et puis qui, en plus, comme ils ont des métiers très durs, travaillent dans une certaine solidarité. Donc, vous allez retrouver énormément de ces petites maisons qui témoignent d'un excellent savoir-faire en matière de construction. On arrive au XXe siècle, vous voyez qu'on suit toujours notre extension, et puis ça va s'écarter, on va s'éloigner un petit peu plus, et puis là on va voir arriver d'autres phénomènes qui sont l'urbanisation sur le modèle pavillonnaire, avec dès les années 1920, 1930, voire un peu avant, des programmes de construction et de lotissement comme on peut en connaître aujourd'hui, ce qui n'exclut pas là encore une certaine qualité architecturale, puisque vous voyez qu'on a bien dans ce lot des maisons d'architectes. Donc vous voyez qu'aller faire l'inventaire, ça consiste pas à dire moi je prends le plan de 1781 et le centre-ville il est là, et puis c'est des choses du Moyen-Âge et du XVIIIe siècle et ça m'intéresse parce que c'était mieux avant. Non, ces quartiers-là, ces quartiers périphériques qui comptent aussi, il y a des choses intéressantes à aller voir, il y a des choses dont il faut prendre soin et il y a des choses à aller mettre en valeur avec des signatures d'architectes. Vous voyez que là, on a un petit peu d'inspiration art déco, on a des petites inspirations de style anglo-normand qu'on va aller chercher avec ce petit pan de bois, cette petite évocation de pan de bois qu'on va aller retrouver. Et puis, bon, je fais un petit saut chronologique, celle-ci un petit peu plus ancienne, mais vous voyez aussi qu'elles peuvent présenter un certain raffinement de décor avec des petits panneaux de céramique, des petits cabochons, des petits ornements, un petit travail sur les baies qui vont parfois affecter la forme de baies romanes. Donc même sur ces maisons-là, il y a des choses à aller chercher, il y a des choses à aller regarder. Et c'est aussi à vous de vous en emparer et d'en prendre soin. Alors, outre les maisons, on va quand même regarder des choses un petit peu plus grosses. Je suis volontairement taquin, parce que si je commence à vous parler du château et de l'église tout de suite, autant dire que mes petites maisons, au bout d'un moment, je vais vous perdre. Puis on n'oublie pas la digestion. Là, ça fait déjà 45 minutes, le repas est loin, ça commence à devenir dur. Alors, le patrimoine agricole, tout d'abord. On a un petit peu quand même de matériel qui traîne. Là, je suis un brin sorti de mon domaine, mais puisque j'étais à côté, pourquoi pas la prendre en photo et la noter avec cette jolie batteuse qui est dans le hameau de la Bonneville. J'ai du mal à parler de faubourg ou de quartier. Des formations à force d'avoir passé des mois dedans. Et donc un modèle dans ces faubourgs de ces grandes fermes qui témoignent grandes ou petites d'ailleurs, qui témoignent de l'activité dont je vous ai parlé, avec un colombier qui se trouve ici. C'est quand même pas un détail anodin, donc moi je n'ai pas de source précise dessus, donc j'irai pas jusqu'à vous affirmer que c'est le colombier d'Orgemont par honnêteté intellectuelle. Je ne peux pas, je n'ai pas la trace pour ça, d'autant qu'après la Révolution, tout le monde acquiert le droit d'en construire. Cependant, vous voyez bien qu'on a des petits modèles de ferme à court carré, on a des espaces de stockage, on a des granges, on a des hangars qui sont encore perceptibles dans le tissu urbain. On arrive maintenant à un gros élément, qui est le patrimoine carrier. Vous vous doutez qu'on allait en parler. Alors, c'est là que je fais un petit préambule, un petit aparté. Je me doute bien que je ne fais pas face à un auditoire de tête brûlée. Cependant, la plupart, dans leur très grande majorité, sont dans des propriétés privées. Ce sont des endroits dangereux. C'est pas pour vous dire, faut pas aller regarder, il y a un secret, faut pas y aller, ceci, cela, machin, etc. C'est qu'il y a vraiment des dangers réels. C'est-à-dire des choses qui peuvent tomber du plafond avec des effondrements. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne s'entretient pas, ça ne se gère pas, c'est autre chose. Mais voilà, pour vous et moi en particulier, il y a des choses auxquelles faire attention.
Si vous êtes occupé à surveiller le plafond, vous pouvez très bien vous retrouver dans un puits. Et puis il y a des choses charmantes qui traînent à l'intérieur. Et là, je ne pense pas aux rats, aux cataphiles ou aux punk à chiens, mais bien à des joyeusetés comme le monoxyde de carbone ou l'hydrogène sulfuré, qui vous tueront avant que vous ayez le temps d'attraper votre téléphone, qui de toute façon ne vous servira à rien, puisqu'il ne passe pas. Et je vous déconseille d'attendre que nos estimés collègues du grain viennent vous chercher, puisqu'à ce moment-là, ils se mettront à vous chanter Ramona, et je vous garantis que vous n'en avez pas envie. Ceci étant dit, derrière, le reste relève de votre responsabilité civile et il existe des solutions en matière de médiation. Il y a des choses qui se visitent dans le département, il y a des choses qui se visitent dans Paris. Il y a la Maison de la Pierre à Saint-Maximin qui est un endroit super pour tout comprendre. Et si ça vous intéresse, allez plutôt là-bas. Donc là, vous avez, donc ça c'est à Vaux, hein, c'est un très grand portique de puits d'extraction parce que souvent, quand la carrière est devenue très profonde, il faut un énorme treuil de levage pour arriver à faire sortir les blocs. Et vous voyez, quand je vous dis qu'on va vraiment partout, celui-là, il est au milieu d'une ZAC, il est au milieu d'une zone d'aménagement concerté. Autour, il n'y a que des bâtiments complètement contemporains. J'ai plus de marques en tête, etc. Mais vous voyez le genre. Donc voilà un petit peu sa répartition et ce que ça donne, d'où mon petit préambule. C'est pas parce que j'ai montré la carte qu'il faut aller farfouiller, hein. Et je vais passer vite dessus d'ailleurs. Mais voilà. On parlait de maison de patron Carrier tout à l'heure. Là, on en a un très bel exemple, qui est l'ancienne gendarmerie de mairie. Alors, chose assez rigolote d'ailleurs, les inscriptions sont toujours perceptibles sur la façade. Là, on les distingue un petit peu, encore un peu. Je pense que vous allez vous balader le soir rue de Pontoise en éclairage rasant, vous les percevez très bien. Donc cette prospérité dont je vous parlais, hein, qui se matérialise, et je vous ai mis la photo qui va là, puisque quand mes illustres prédécesseurs sont passés faire le pré-inventaire il y a déjà quelques dizaines d'années, l'inscription gendarmerie était encore bien lisible. Et cette maison, elle a une petite particularité qui est très chouette, puisque sur la façade, outre divers symboles de réussite et de prospérité qui ont été matérialisés, vous allez retrouver tous les outils du carrier qui ont été représentés dans le décor architectural. C'est pour ça que je vous ai mis la carte postale à côté, puisque là, vous avez les carriers qui posent avec leurs outils. Donc sur l'encadrement de la fenêtre, vous allez retrouver la chaîne qui va sur un petit appareil, enfin un petit ustensile, un appareil rigolo qu'on appelle un crapaud parce qu'il a 3 pattes et puis qui permet c'est une sorte de treuil de carrier qui permet de faciliter la sortie du bloc. Le cric pour les pierres qui est représenté ici à la clé. Et puis ici, là, croisé, à l'appui de la fenêtre, les pinces de carrier qui servent à soulever, gérer, déplacer les blocs. Le pic, bien entendu, et sa cousine, la gradine, si je ne vous dis pas de bêtises, qui permet d'effectuer un travail différent et parfois d'avoir un joli rendu peigné sur les pierres. Donc concrètement, si on va voir directement ce que ça donne aujourd'hui in situ, vous voyez, il y a encore ces exploitations qui sont encore là. Alors là, je ne vous l'ai pas mise en regard, mais ce qui est rigolo, enfin, vous pouvez vous lancer là-dedans. Vous allez sur le site des archives, vous tapez Mairie-sur-Oise, vous examinez les cartes postales, et puis vous pourrez vous amuser à retrouver l'entrée de la carrière telle qu'elle était en exploitation. Et donc dans un petit chemin là juste au-dessus qui monte vers le bois de Mériel, vous avez même encore donc sur le chemin les traces d'ornières laissées par des décennies, sinon des siècles de passage de véhicules chargés à bloc ou plutôt chargés de blocs. On va bouger un petit peu vers une autre chose assez étonnante. On va aller à l'autre bout de Mairie-sur-Oise. On va aller dans le bois de la Garenne Maubuisson, où dans une petite clairière, vous avez ces 2 massifs de maçonnerie assez étonnants. Alors on se demande ce que ça fait là, d'un seul coup, là, au milieu des bois. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ce sont les restes d'un bâtiment ? Est-ce que c'est un agrément de la municipalité pour qu'on puisse s'asseoir au milieu de sa promenade ? Eh bien non, pas du tout. Il y avait dans certains quartiers de Mairie-sur-Oise des immenses rampes avec des treuils mécaniques pour sortir les blocs, des installations qui devaient être extrêmement impressionnantes en pente parce qu'il fallait une pente douce, donc elles
elles sont longues et elles descendent relativement profondément puisqu'il faut qu'elles aillent jusqu'au gisement. Alors évidemment, on ne creuse pas n'importe comment. On va terrasser les murs, on va aménager des maçonneries sur le côté pour éviter que ça se déchausse. Et il se trouve que dans le bois de la Garenne Maubuisson, il y avait une de ces rampes. Et là, voilà, vous avez le départ de la rampe avec les maçonneries qui sont de chaque côté. Donc, il faut un petit peu d'imagination aujourd'hui pour se rendre compte à quel point ça pouvait descendre. Mais on est bien là-dessus. Croix de bois, croix de pierre, l'emplacement est juste là. Et là, donc, vous avez, voyez, la longueur et le profil de la rampe qui vient quand même jusque là, avec les petits bâtiments d'exploitation qui sont là. Alors, je ne vous ai pas mis les photos aériennes de l'IGN parce qu'on ne les a pas achetées, donc je ne peux pas vous les montrer. Voilà, ce ne sont pas nos fonds, mais vous allez sur Géoportail, vous faites remonter... Pouf, pouf. IGN Géoportail, remontez le temps, vous tapez Méry-sur-Oise et vous aurez des couvertures photo aériennes des années 30, 40, 50, etc. qui, en fonction de leur netteté, permettent de voir très bien ces bâtiments, ces exploitations avec la rampe qui est encore en fonctionnement. Autre déplacement, autre patrimoine, même endroit à 100 ans d'intervalle. Je vous ai parlé tout à l'heure de la famille Enoch, famille de carriers très, très, très importante. Et bien là, vous voyez, on est en 1910. Je vous parlais de la grève des carriers tout à l'heure, avec cette petite carte postale un peu posée, un peu, je n'oserais pas dire rigolote, disons pittoresque. Et là, vous avez exactement la même perspective et le même axe, avec derrière la résidence neuve, l'emplacement où était le hangar, puisqu'une fois que ces pierres elles ont été sorties de la carrière, l'humidité étant extrêmement forte dans ces galeries, il faut quand même les laisser sécher un certain temps pour qu'elles ne s'abîment pas et qu'elles soient exploitables. Et puis, des fois, c'est comme tout, il faut des entrepôts pour stocker une commande avant qu'elle parte. Donc, vous avez toujours bien les murs de l'exploitation et puis le petit pavillon d'entrée du gardien qui est là, qui se trouve toujours ici et qui témoigne de cette activité-là. Alors, je vous ai joint à nouveau un plan. Là, vous avez la rue de Paris, actuelle avenue Marcel Perrin. La maison dont je vous parlais tout à l'heure, avec la jolie tourelle, elle est là en cœur d'îlot. Et ici, donc, vous avez l'exploitation avec ses hangars et donc le raccordement à la voie de chemin de fer pour aller directement gare du Nord, alimenter les chantiers des rues parisiennes. Alors, ces témoignages de réussite, c'est quand on est vivant. Mais dans la mort, ça marche aussi. Et quand on travaille à l'inventaire, on va évidemment au cimetière, parce que d'abord, on va retrouver les traces et les personnes associées à cette histoire-là. On va retrouver leur mémoire. Et puis, cette logique, effectivement, d'afficher les réussites dans sa vie, la réussite de sa famille, elle se fait aussi dans l'éternité. Et donc là, vous avez donc la très grande chapelle, la grande chapelle funéraire privative de la famille Enoch. Alors vous voyez que, en plus, je vous parlais d'esthétique. Alors on a mélangé un petit peu les choses. C'est assez rigolo. Vous avez un jour trilobé qui est plutôt d'inspiration médiévale ici, mais dans l'ensemble, on est plutôt dans l'inspiration antique avec le format de temple, les petites acrotères sur le côté. Et donc à l'intérieur, vous voyez, c'est assez impressionnant, toute une généalogie à faire et toute une mémoire qui se trouve ici. Donc maintenant, comme promis, on va aller regarder l'église et le château. Je vous ai mis cette vue en particulier. Je ne commence pas sur un extérieur ou sur une vue générale de la nef, puisque ça correspond à l'emplacement qui peut être celui de la chapelle seigneuriale, qui présente des liens très particuliers avec le château, avec, vous voyez ici, des percements sur les murs,
qui témoignent non seulement d'états antérieurs ou de l'église et du château, mais des liens et de l'église entre les deux. Puisque je ne vous ferai pas l'affront de vous apprendre que au Moyen Âge, enfin sous l'Ancien Régime, l'autorité vient du ciel, bien entendu. Donc, dans une implantation castrale, vous trouvez bien entendu une chapelle privative, une chapelle seigneuriale, et à Méry, ce qui est assez rigolo, c'est que le château est accolé directement à l'église paroissiale, où la question du lien entre les deux et des différents états de ces édifices, d'autant qu'on l'a dit tout à l'heure, ils ont été copieusement oblitérés en 1485-1487. Donc, entre parenthèses, la prochaine fois que vous irez visiter Méry, là, ce que vous avez accroché, ce sont les dalles funéraires qui se trouvaient dans la nef, et chose assez sympathique pour être mentionnée, la pierre de dédicace de l'église de 1487. Et voilà. Donc là, vous avez cette petite porte qui donne directement sur le château. Donc, une jolie vue d'ensemble de la nef. Donc, dans l'état qu'on a pu évoquer tout à l'heure. Vous voyez, je vous parlais des baies flamboyantes tout à l'heure. On en a une émanation ici. Et puis, vous voyez qu'on commence déjà à aller chercher progressivement du côté des codes de la Renaissance, avec cette inspiration antique qui se fait franchement manifeste. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste plus rien des états antérieurs de l'église. Là, vous avez une petite vue extérieure avec le cimetière et la croix du cimetière qui apparaît déjà à son emplacement actuel sur le cadastre par masse de culture en 1806. Le cimetière actuel n'intervient qu'après, au XIXe siècle, comme souvent quand celui-ci devient saturé. Et pour parler plus abondamment des états antérieurs, on va aller se glisser dans les combles pour aller jeter un petit coup d'œil. Donc là, je reviens sur la photo précédente. Là, on va se trouver ici. Vous êtes au niveau du massif oriental du clocher, juste là. Et puis, il y a un détail qui doit vous interpeller, c'est que quand on peut faire de l'économie sur de la construction, aujourd'hui comme par le passé, ça reste vrai. Donc, si une construction ou quelque chose n'a pas à être visible, c'est pas la peine de payer très très cher pour des très gros blocs de parement, très bien équarris, avec une surface layée, etc. Ça ne sert à rien. Or, quand on monte dans les combles de l'église, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que cette partie de la façade du clocher, elle est extrêmement nette, avec même le départ d'une baie, là, qui dépasse. Et donc, vous savez que cette voûte, elle est remise en place à la fin du XVe siècle. Vaguement ici, une petite trace d'appentis. Donc, la trace de l'état de l'église tel qu'il a pu se présenter avant la fin du Moyen-Âge. Et oserais-je dire, mon travail n'est pas le creuser, mais c'est une bouteille que je lance à la mer et c'est une piste que je jette. Peut-être un état 12-13e. On verra une photo du chevet tout à l'heure. Assez remarquable pour être signalé, entre autres choses, dans le clocher. Les cloches, bien entendu, mais donc une cloche de 1681 dédicacée par Antoine de Saint-Chamond tout à l'heure, dont on a parlé tout à l'heure, et puis une cloche également à la dédicace de la famille Ségur-Lamoignon. Excusez du peu. Donc vous voyez, si on va au chevet de l'église, ce dont je vous parlais tout à l'heure, là ça devient extrêmement intéressant, puisque vous voyez que sur les baies, on n'est pas du tout sur la même stylistique que tout à l'heure. On est ouvertement sur les 12e et 13e siècles, avec des liens et une association au château qui sont ici évidents. Et là, un arc de décharge qui a été conservé dans les maçonneries et qui va se trouver à ce niveau-là. À prendre avec précaution, bon, la petite galerie là, elle est postérieure, elle connaît des réaménagements au 15e, on a des mets flamboyantes de l'autre côté, mais beaucoup de questions ouvertes, beaucoup de pistes, vous voyez qu'on est là pour ça aussi, et même si c'est pas à nous d'y répondre. Et vous voyez que là, dans les combles de la galerie, on a également la trace d'une baie qui aujourd'hui n'est plus à l'extérieur, mais qui est toujours bien visible, protégée sur cette partie du bas côté nord de l'église et qui témoigne elle aussi à nouveau d'un état antérieur de l'église. Et donc là, vous voyez la trace d'un petit passage, ici, petit passage qui se prolonge par là, voilà,
Le petit passage en question, qui est aujourd'hui bouché avec une quantité non négligeable de mobilier lapidaire, c'est relativement intéressant. Et son aménagement remonte vraisemblablement à l'époque moderne, vraisemblablement 18e, mais là encore à fouiller, à creuser, sans doute contemporain des aménagements Saint-Chamand. Et ce petit passage, il mène à une glacière qui, comme vous le savez, n'est pas un aménagement anodin. Il n'y a pas tout le monde qui peut se payer ça. Alors concrètement, une glacière, comment ça marche? Vous faites un grand trou, un grand récipient ovoïde. L'hiver, vous envoyez des gens casser la glace des étangs, récolter la neige et la jeter au fond de la glacière. Vous couvrez tout ça avec une bonne couche de paille, de feuilles mortes, etc., tout ce qui pourrait isoler. Ce qui fait qu'en été, Monseigneur et sa suite peuvent se faire des petits granités. Alors, puisqu'on en parle, on va revenir au château, immanquable. La façade nord du château, on ne le présente plus. Je vous invite bien sûr à aller le voir, vous en doutez. Un petit aperçu sur le plan, avec quelque chose de rigolo. Vous voyez qu'on parlait tout à l'heure, voilà, ces liens entre l'église et le château, là, ils sont juste là. Et puis vous voyez qu'il y a une différence d'orientation manifeste entre les différents corps de logis, sans doute parce qu'ici, dans les travaux, on a été contraint par la mise en place de l'église et de la voirie, et les reprises qui sont postérieures, et là on est sur quelque chose de beaucoup plus symétrique et de beaucoup plus rectiligne. Alors en 99, il y a eu un diagnostic archéologique qui a été réalisé par Jean-Louis Bernard dans la cour du château, qui a permis d'établir que son implantation d'origine était sans doute plus à l'ouest qu'aujourd'hui, mais néanmoins déjà des pistes ouvertes. Et de même là, si on prend la cour, on va regarder par ici, voilà, on va avoir une photo qui regarde dans ce sens-là sur la voilà, à venir juste après. Là encore, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le même registre, avec ces contreforts assez massifs qui rythment la façade, et même un départ de baie qui se trouve à ce niveau-là. Alors dans ce château, qu'est-ce qu'on est allé voir? On est allé regarder les charpentes. On sait tous malheureusement depuis 2019 que c'est très important et très fragile et très intéressant. Alors parfois avec les charpentes on va un petit peu vite, on se dit tout a été refait au 19e siècle, il n'y a plus rien, ça bouge beaucoup, il y a eu une tempête. Alors il y a quand même une logique qui est celle du réemploi. Aujourd'hui quand on parle d'éco-construction, bien entendu, on va dire qu'on n'a rien inventé, et souvent des éléments de charpente plus anciens, vous pouvez les retrouver parfois dans le désordre, vous pouvez les retrouver parfois en place, avec ici ces très beaux assemblages au faîtage, là, avec des chevilles de bois qui pourtant sont au milieu d'éléments de restauration beaucoup plus contemporains. Vous voyez, vous en avez un petit peu partout, là il faut ouvrir l'œil. On a aussi un petit peu de mobilier qui traîne encore, vraisemblablement de la période Ségur-Lamoignon. Et puis ce très intéressant treuil qui est encore installé dans les combles, au-dessus de ce qui va pouvoir servir comme une lucarne meunière. Alors ça fonctionne de façon assez simple. Vous prenez des grands bâtons, quelqu'un pour se faire les muscles, et puis vous appuyez et vous remontez les sacs de grains. Comme on dit, donnez-moi un levier, je soulèverai le monde. Autre détail amusant, alors voilà, ces petites incursions de l'inventaire, ça permet parfois de vérifier des détails qui sont donnés dans les sources, mais parfois difficiles à dénicher. Donc en 1784, je vous parlais de la famille Bernard tout à l'heure, Bonne Félicité Bernard décède, qui était un personnage extrêmement apprécié à Méry-sur-Oise. Lorsqu'elle vient s'y faire inhumer, elle est quand même sa dépouille est quand même tractée par un carrosse de 6 chevaux, excusez du peu. Et donc je crois que c'est entre autres la monographie d'instituteur qui disait qu'à l'époque, on avait peint tout autour de l'église ce qu'on appelle une litre funéraire, c'est-à-dire un grand ruban noir qui va faire tout le tour et qui va manifester du deuil. Elle a disparu partout à l'extérieur, sauf dans un placard à balai du château de Méry qui se trouve à la jonction, là, par là, entre le corps de bâtiment, entre l'aile occidentale et l'église. Alors déjà, c'est drôlement chouette parce que ça nous permet de vérifier cette information, c'est un joli témoignage. Ça nous donne aussi accès à un pan de mur de l'église qui a été très bien protégé, très bien préservé. Il y a même des petits graffitis. Et puis, ça nous dit surtout qu'avant 1784, ce corps de logis du château et l'église n'étaient pas reliés.
C'est pour ça, entre autres, que vous avez certaines baies qui sont en partie aveugles dans l'église de Méry. On va s'aérer un petit peu, on va aller faire un tour dans le parc, une rapide promenade. Vous l'avez tel qu'il pouvait se trouver au XVIIIe siècle. Alors aujourd'hui, ça a beaucoup changé, mais ça vous montre la qualité de ce jardin d'agrément, qui est toujours on est toujours dans cette logique de seigneurie puissante, avec quelque chose d'un petit peu étonnant. Regardez bien cet endroit-là, puisqu'aujourd'hui, c'est à nouveau un espace vide. Mais si on prend le cadastre par masse de culture en 1806, on s'aperçoit qu'il y avait tout un ensemble de bâtiments et de communs qui ne sont plus là aujourd'hui. Alors il y a une petite trace d'appentis au pied du clocher de l'église. C'est la seule trace qu'on en ait. Bon, là, ça pose des questions. Alors, il est possible que l'auteur de la représentation 18e ait un peu triché. Peut-être qu'il s'est dit que ce serait vilain et qu'à la place de représenter ces bâtiments, il allait mettre des jolis arbres et des jolis cavaliers. Mais en tout cas, sur ce cadastre par masse de culture, on a le parc, les jardins dans leur état d'époque moderne. Alors, il existe un bruit qui attribuerait l'aménagement du parc dans cet état à Buffon. Moi, dans ce à quoi j'ai pu avoir accès, ce que j'ai pu regarder, rien ne m'a permis de le confirmer. Ça ne veut pas dire que c'est faux, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça veut simplement dire qu'en l'état, on ne peut pas le confirmer. Mais si vous recroisez cette information, prenez-la avec des pincettes. Et donc, courant 19e siècle, toujours sous l'impulsion des Ségur-Lamoignon, l'aménagement du parc évolue. On le remet au goût du jour, parce que courant 18e, la mode des jardins évolue. Et puis, on s'intéresse beaucoup aux jardins à l'anglaise. Donc, on va chercher à imiter la spontanéité de la nature, à se ménager des petites promenades philosophiques. Je crois que dans le Val d'Oise, vous connaissez un certain monsieur Rousseau qui s'est un peu baladé et qui n'est pas étranger à cette philosophie. Et regardez bien l'emplacement de la pièce d'eau ici. Vous pouvez voir qu'elle apparaît sur les deux documents. Donc même sur un aménagement postérieur, vous en avez la trace antérieure. Alors ce parc, qu'est-ce qu'on en retrouve aujourd'hui? Les murs de clôture qui sont toujours là, en partie, qui subsistent. Et puis cette charmante petite passerelle avec des chassereaux qui, elles, témoignent de l'état jardin anglais. Et peut-être le plus significatif, dans ces jardins anglais, tel qu'on conçoit ces promenades, on aime bien se glisser ce qu'on appelle des petites fabriques pour méditer. Ça peut prendre la forme d'un temple antique, d'une fausse ruine, d'une petite cabane, et puis on fait ce qu'on appelle des rocailles. Donc là, vous avez des gros blocs de grès qui ont été aménagés de façon à simuler, à imiter une résurgence, comme si le point de départ de ce qu'on appelait la rivière anglaise qui a été aménagée tout le long du parc était naturel. Et donc là, d'un siècle à l'autre, vous avez la même perspective qui est pour ces deux vues particulièrement flagrante. Et donc dernier état du jardin, celui du paysagiste Pascal Cribier. Donc là, on est en 1990-99, lorsque le parc est réaménagé par Vivendi, ancienne compagnie générale des eaux, et qui va aménager tout un jardin expérimental avec différentes formes de parterres, d'aménagement, de techniques. Donc il va y avoir de la projection de vapeur d'eau, il va y avoir, comme vous le voyez, des murets de pierre qui subsistent avec un petit peu d'adduction d'eau quand même pour essayer de reproduire différents systèmes, et un igloo et quelques bassins donc qu'on retrouve encore. Et alors, chose amusante, les espèces végétales qu'il a plantées ont repris leurs droits, et là sur cette photo là vous voyez qu'elles ont bien poussé, mais quand vous allez là-bas, c'est étonnant, ça n'a rien à voir avec la végétation du reste du parc. Et on peut parler de petite oasis comme ça. Allez, on va s'offrir quelques gourmandises d'érudits pour terminer rapidement, quelques bonbons. Des petites publicités peintes, il y en a pas mal. C'est toujours sympathique, c'est un patrimoine fragile qui disparaît, mais qui fait aussi partie du paysage. Faut en prendre soin, ça fait partie du charme. Là, vous voyez qu'on a repeint plusieurs fois sur celle-ci. La petite école communale de Soignol qui est encore là, qui existe toujours. Et alors, cette
petite croix qui peut sembler anodine en apparence, mais qui est déjà visible sur les plans du XVIIIe siècle et qui prend la place d'une petite chapelle qui était visible sur une carte postale que nous n'avons pas et qui depuis a disparu des internets avant que j'ai pu en proposer l'acquisition, hélas. Mais pour un aménagement très contemporain, il y a déjà quelque chose, un petit fait religieux qui existe là depuis un minimum de 300 à 400 ans. Et un œil également sur, vous voyez, il faut avoir l'œil sur la végétation aussi quand on fait l'inventaire. Quand on va dans le bois de la Garenne Maubuisson, il y a ce qu'on appelle la maison du garde, sans doute le garde forestier, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui est encore visible sur les couvertures aériennes de l'IGN. Et quand on va à l'emplacement de la maison du garde, au beau milieu du bois de la Garenne Maubuisson, on tombe sur un changement de végétation avec une végétation qui est un petit peu plus rase. Et puis, surtout au milieu de cet espace forestier, des massifs de lilas qui gardent peut-être une trace des jardins qui entouraient la maison, potentiellement. En tout cas, pas mal d'espèces florales qui sont dans des endroits comme ça un petit peu incongrus. Le long des quais de la gare, quand vous arriverez, vous vous arrêterez pour aller regarder ce petit point kilométrique qui nous rappelle la charmante époque de la vapeur. Des traces de l'usine des eaux, qui a bien changé, mais il y a toujours des éléments d'adduction et des drains qui subsistent le long de l'Oise, qui peuvent être repérés. Un petit puits à eau, vraisemblablement très ancien, à l'entrée de la rue de Pontoise. Petite dalle funéraire au pied de l'église. Alors, avis aux amateurs, moi je n'ai pas eu le temps de m'amuser à ça, mais vous allez là-bas avec un grand papier calque avec un fusain, vous scotchez tout. J'ai pas réussi à pousser le contraste assez fort sur les photos pour déchiffrer, mais là vous avez un petit jeu, vous avez un petit exercice à faire. Une petite passerelle, fin 19e, début 20e, au niveau du rue de Maubuisson, avec ces petits poteaux métalliques là, qui sont là. Un socle de statue qui s'est baladé aussi, qui est au beau milieu du faubourg de Vaux, qui est en position secondaire. Et puis enfin, dans la tourelle d'escalier de l'église, la trace du passage d'un certain Claude François, carillonneur, organiste, chef de chœur, on ne saura jamais. Donc voilà. J'en termine là. Donc, une façon de vous restituer ces choses, de vous les approprier et d'aller les regarder. On a une chouette appli dans laquelle on a rentré quelques éléments et des fiches et des petits éléments d'explication pour que quand vous vous promeniez dans Mairie ou dans les rues, vous puissiez aller regarder tout ça, qui s'appelle ostensiblement Val d'Oise My Balade, instant promo à nouveau, et qui se présente comme suit. Vous avez le plan avec la carte, les points d'intérêt qui sont signalés, et puis les petites fiches donc rédigées par mes petites mains pour certaines, mais il est évident que tous nos collègues du département s'y mettent et y participent, que ce soit les parcs et jardins, l'atelier de restitution du patrimoine ethnologique, le service départemental d'archéologie. On s'y met tous. Voilà, ça permet d'avoir votre petit guide dans la poche. Et bien entendu, on ne le présente plus, le site des archives départementales du Val d'Oise, où vous pourrez retrouver les plans d'intendance, les plans par masse de culture, 50 ans de diapositives de l'inventaire du patrimoine, 6000 dossiers de pré-inventaire, des cartes postales, des monographies d'instituteurs, des jeux, des puzzles et tout plein de belles choses. Je vous remercie. Cette vue, c'est le plafond de la même salle dont on parlait tout à l'heure. Et au centre, vous avez une monographie qui est l'illustration de la modestie du propriétaire de l'époque, il paraît. Alors, corrigez. Alors. J'ai regardé. Il paraît. Alors, je dis la légende. Effectivement. Il paraît que quand Jean-Marie Messier a fait rénover cette salle, donc vous allez me dire la vérité, il a fait réaliser cette monographie là au centre qui représente ses initiales, Jean-Marie Messier. Voilà ce qu'on dit. La réalité. Alors, c'est extrêmement troublant. Mais je me suis posé la question après qu'on se soit vu. Et au bout d'un moment, justement, je suis allé regarder les cartes postales fin 19e, début 20e, où on a encore le plafond, enfin, dans son aménagement, dans son état d'aménagement précédent. Et le monogramme est déjà là.
Donc du coup, c'est une coïncidence troublante, mais très troublante. J'avoue que je me suis sérieusement posé la question aussi. Si le monogramme, si le chiffre était déjà là à la fin du 19e siècle, j'imagine, on a réussi à la raccrocher à un nom, à un personnage, une famille Dans le cours de mon travail, je n'ai pas creusé. J'ai beaucoup rempli ma base de données, mon instrument de recherche. Donc c'est encore une énigme à C'est encore une énigme. découvrir, Vous allez Dans les constructions de belles bâtisses, est-ce qu'il n'y avait pas aussi les arrivées des bourgeois parisiens qui venaient passer, se mettre à l'air frais pour l'été, comme on retrouve un peu plus près de Paris? Potentiellement, alors je vous avoue que j'ai pas épluché les actes notariés dans le détail parce que ça fait moins partie de mes attributions. C'est un petit peu la frustration, mais ça rejoint aussi la question du monogramme. Si on veut recenser, on n'a pas toujours le temps d'étudier. Mais évidemment, enfin, vu le secteur, c'est tout à fait, c'est du domaine du possible. José Thierry Argenteuil. Je viens de faire publier par un auteur on est là en 1944, un petit article, et j'ai été accroché par un lecteur. Moi, je laisse les auteurs, je n'ai pas le temps, je ne peux pas te vérifier. J'ai compris que maintenant que Mériel était attenant à Méry, il y a une frontière commune, et on a eu un débat là, parce que l'auteur qui a pris l'information, il n'a pas vérifié, moi non plus, c'est pas mon rôle d'éditeur. Et donc, à Mériel, qui est à côté, ou à Méry qui est à côté, il est dit dans l'article qu'il y avait des endroits qui ont été bombardés parce qu'il y avait donc pour Méry, j'ai compris, c'était une gare, un hall de gare souterrain. Mais ça veut dire que l'information que nous on a mise, on nous dit actuellement qu'elle est fausse, c'était sur Méry ou sur donc et pas Mériel, parce que c'est à côté voilà. Chez vous. Alors, en fait, Je vais poser la question à M. Baduel qui est là et il n'a pas pu me répondre. la cible prioritaire était Méry, puisqu'à partir du moment où cet aménagement était identifié, enfin, il est évident que c'était une cible prioritaire pour les Alliés. Ils pouvaient pas les laisser finir. Ce qui explique que Mériel ait été touché, ce sont les méthodes de bombardement de l'époque. D'abord, ils ne se sont pas posés 150 questions, ça a été le tapis de bombe. Ils ont chargé un maximum avec ce qu'ils avaient sur 500 kilos, ils ont blindé les soutes, ils ont mis le maximum d'avions et ils sont partis. Il y a quelque chose qui tient aussi aux méthodes de bombardement. C'est-à-dire que les Anglais font le choix de bombarder en pleine nuit, on voit moins, les Américains font le choix de bombarder en plein jour. Donc, pour se protéger, parce qu'avec les traînées de condensation, les avions, on les voit arriver à près de 30 km, donc il est évident qu'on les voit arriver de loin. La radio de propagande allemande, les pilotes l'écoutent parce qu'ils sont souvent très bien informés, donc ce sont des gens qui sont attendus sur place. Donc pour se protéger, ils volent extrêmement haut. Donc on est déjà, même sans pressurisation, à 10, 11 000 mètres. Donc les bombes se dispersent beaucoup plus facilement. Donc le bois des Garennes est à cheval sur Méry et Mériel, donc ça tombe dessus. En plus, vous pouvez très bien avoir des renseignements qui sont incomplets. Vous ne savez pas potentiellement jusqu'où ça peut s'étendre. L'exercice a ses limites. Et ajoutons à ça qu'en plus, pendant la phase directe du bombardement, si vous voulez, le pilote de l'avion transfère une partie des commandes au bombardier qui se trouve en dessous et qui a son petit dispositif, sa petite visée pour regarder à l'intérieur. Et là, il a une action sur les commandes de vol qui est minimale, mais pour vous donner une idée, globalement, l'avion vole en ligne droite et à la même altitude. Donc il est évident que pour les Allemands, c'est la fête foraine. Il n'y a qu'à ajuster, etc. C'est d'une facilité déconcertante. Donc outre les risques, ces risques-là, les tirs antiaériens, les risques d'être interceptés par des chasseurs et autres, les pilotes qui ont la vingtaine et qui tiennent à leur peau ne traînent pas, ils font ce qu'ils ont à faire, ils balancent le tapis de bombe et ils s'en vont. Et quelques temps plus tard, on renvoie des avions d'observation pour regarder si ça a bien marché et s'il faut repasser si nécessaire. Vous avez un petit peu le même scénario à Nucourt. Juste pour repréciser, la question portait, tellement je la reformule, autant j'ai compris qu'à Méry, il y avait une activité de carrier avec un calcaire intéressant, autant à Mériel, mais que j'ai compris comme étant, si je n'ai pas eu le temps de fouiller, une ville proche,
pouvoirs mitoyennes. Il y avait aussi des activités d'extraction dans toute la... Tout à fait. C'est ça. Voilà. C'est ça que je n'arrive pas à préciser. En fait, vous êtes vraiment sur le même gisement de pierre, sur la même entité géologique. Tout simplement, c'est entaillé par le petit rue du Mont Tubois, mais ce qui permet aussi d'avoir accès, pour les carriers, d'avoir accès à ce qu'on appelle travailler en bouche de cavage. C'est ces grandes entrées que vous avez. Ils ne sont pas obligés de descendre dans des puits, donc c'est pratique pour la manutention et plein de choses. Et vous êtes globalement sur toute la vallée de l'Oise en fonction des bancs, sur ces très beaux gisements de calcaire lutétiens, comme son nom l'indique, qui ont été exploités dans toute la région. Donc vous en avez effectivement côté mairie et côté Mériel, avec donc du coup des accès des deux côtés du rue. Isabelle Lomel, service du patrimoine à la direction de la culture. Vous avez omis sciemment de parler du patrimoine de la ferme de Paris et de l'épandage des eaux usées, qui est un élément important du patrimoine encore en élévation. Oui, effectivement, je ne l'ai pas mentionné parce qu'on en a dit un petit mot quand on a présenté la chronologie des lieux. Je sais que l'ARP a réalisé un très important travail, beaucoup de brochures dessus. Pour autant, effectivement, je suis allé la documenter, la prendre en photo. Mais je crois que monsieur le maire a lancé un appel à projet au niveau de la ferme et il sera ravi de nous en parler, peut-être nous en parler un petit peu plus. Donc effectivement, il y a encore pas mal d'éléments remarquables. D'ailleurs, c'est vraiment une histoire très intéressante, puisque, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, tout part de l'aventure du grand cimetière de Paris, dont j'ignore d'ailleurs l'origine, parce que quelle idée a traversé la ville de Paris de vouloir implanter un cimetière de 1000 hectares pour délocaliser tous les cimetières de la ville de Paris à Méry-sur-Oise. Je m'interroge encore. Donc on est parti du grand cimetière de Paris qui a justifié l'achat de terrain, puis ensuite ces terrains ont servi à l'épandage des eaux usées de l'agglomération parisienne, ce qui a à la fois fertilisé les terrains mais les a aussi pollués définitivement. Mais étant très fertile, la ville de Paris, cherchant l'utilisation aussi de ces terrains, a créé la ferme maraîchère dite modèle de la Haute-Borne. Donc c'est vraiment une histoire très passionnante, que je ne connais pas très bien dans le détail, mais qui est vraiment très intéressante, et sur laquelle, et sur ce territoire, on a effectivement encore beaucoup de vestiges de la ferme de la Haute-Borne, des colonnes d'équilibre incroyables, avec un style très original, la maison de maître de la ferme, des canalisations, enfin beaucoup de choses encore. Et le syndicat mixte d'aménagement de la plaine de Pierrelet, qui est maintenant propriétaire de la totalité de ces terrains-là, puisque la ville de Paris les a cédés pour 1 euro pour la création de la nouvelle forêt, se charge d'y planter 1 million d'arbres, ce qui n'est pas rien. C'est quand même le plus grand projet forestier en France à l'heure actuelle. 1 million d'arbres, on n'en fait pas tous les jours. En Europe, me dit Morgan Toboul, qui n'est pas à une surenchère près. Et on a lancé un appel à projet pour trouver des idées d'utilisation du site de la ferme de la Haute-Borne, où subsistent encore des vieux hangars qui ne sont pas très intéressants et qui, à mon avis, sont voués à disparaître, mais quelques vestiges historiques qu'on va pieusement conserver. Je pense à la colonne d'équilibre à l'entrée, qui est vraiment incroyable, et à la maison de maître, dont on souhaite faire quelque chose, mais en trouvant un porteur de projet, parce que tout ça, c'est des budgets qui s'ajoutent à des budgets, et c'est un peu compliqué. Et juste pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui on plante ce million d'arbres, c'est un projet de l'ordre de 85 millions d'euros, entre 85 et 100 millions d'euros quand même. Donc inutile de vous dire que ce n'était pas à la portée des collectivités locales concernées par le sujet. Méry-sur-Oise au premier chef, puisqu'on a à peu près un tiers de la future forêt sur notre territoire. Et le SIAP, qui est le syndicat d'assainissement de la région parisienne, qui était donc le pollueur des terres, finance 50% à peu près du projet, même plus, 50 millions d'euros sont versés par le SMAP. C'est le principe appliqué du pollueur-payeur un peu. Voilà. On répare ses fautes a posteriori. Effectivement, je rebondis, quand on va sur place, c'est assez bluffant. Tout est encore là, les hangars pour l'entretien des automobiles, les machines agricoles, le matériel, les cajots qui sont restés sur place, les calendriers, la documentation, les journaux de l'époque, les meubles, les interrupteurs en porcelaine. Une question à notre chercheur. Sur le territoire de Méry, il y avait aussi un aérodrome à une époque. Est-ce que vous avez retrouvé des traces de ça ? Est-ce qu'il y a des documentations qui permettent d'en savoir davantage ?
L'aérodrome Jean Brestel, oui. Alors on peut regarder, on le retrouve, on l'identifie pas mal en photo aérienne. Question bâtiment, j'ai rien vu de significatif. Par contre, effectivement, à l'entrée, il y a bien une stèle qui en rappelle les activités et la présence. C'est surtout que Jean Brestel s'est écrasé sur le site, en fait. Donc c'est une Ça, je ne stèle savais qui pas. commémore la fin de sa vie. Et il y a un film avec Jean-Paul Belmondo qui a été tourné aussi, enfin une partie des séquences, sur le site de l'aérodrome, ce qui veut dire qu'il n'est pas très ancien. Voilà. J'aurais juste une question à vous poser, parce que moi, je me présente Patrick Lapalu, j'ai travaillé ici aux archives, et j'ai habité pendant pas mal d'années à Taverny. Et j'avais fait beaucoup de balades en vélo. Et j'aurais juste une question, est-ce que la déchetterie qui se trouve sur la plaine de Pierrelet se trouve chez vous, à la commune de Méry? La grande déchetterie était un bâtiment, un grand bâtiment, oui, non, c'était autre chose peut-être. Ah, c'est Saint-Olomone, non. Bon, ben alors parce que, voilà, d'accord, ok. Non, j'ai dit ça parce que devant la déchetterie, enfin ce bâtiment-là, il y avait un centre d'aéromodélisme. Bon, qui a disparu, bien entendu, et je me suis demandé si ce n'est pas un rapport avec l'ancien aérodrome. Non, l'aérodrome, on sait où il était. Il est vraiment sur le territoire de Méry, à côté du stade. Ah, d'accord, oui. Et effectivement, il y a une stèle, Jean Brestel, qui marque. Et ça n'a jamais été utilisé, des fois, par les Allemands pendant la dernière guerre. Non, pas de traces. Moi, ça ne me dit rien du tout. C'était un aérodrome de petits avions. Oui, c'est ça, des amateurs, quoi. D'accord. Merci. On va dire merci à Sébastien. Avec plaisir. Merci.